Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le point lecture du mois d'avril et ça a été globalement un mois moyen mais avec un très gros coup de cœur. Donc je vais vous présenter tous ces livres-là et je finirai par le coup de cœur parce que je pense que j'en ai beaucoup à dire. Je vais passer assez rapidement sur le premier roman que j'ai à vous présenter parce que j'en ai pas grand-chose à en dire. Il s'agit de Fiancée d'un jour, fiancée toujours de Virginia Heath. C'est une romance historique tout à fait banale et classique où on va suivre une jeune fille qui est assez pauvre, qui subvient aux besoins de ses sœurs. Pour tout vous dire, j'ai oublié son prénom. Et elle va se faire embaucher par un gentleman anglais qui doit être duc, quelque chose comme ça, et dont la mère veut absolument rencontrer sa fiancée, sauf que sa fiancée a été fomentée de toutes pièces, donc il va embaucher cette jeune fille qui s'appelle Minerva, si je dis pas de bêtises. Et il va l'embaucher parce qu'elle a le même prénom que sa fiancée entre guillemets quoi. La fiancée qu'il a inventée. Et vu que sa mère arrive bientôt des États-Unis, il va l'embaucher pour jouer ce rôle-là. Et bon, de fil en aiguille, on a compris ce qui allait se passer. Honnêtement, c'est assez cliché, ça se lit très vite, très bien. Je me suis quand même un petit peu attachée au personnage. C'était vraiment sympa sur le moment. Pas d'immense qualité en termes d'intrigue, mais bon, en tout cas, ça a fait le taf sur le moment, ça m'a plu, et voilà. J'ai téléchargé sur ma liseuse le deuxième tome qui se concentre sur l'une des sœurs de Minerva, et si un jour j'ai envie d'une romance historique très cliché, je sais où me tourner. Après ça, j'ai lu Sirène debout, Ovide rechanté de Nina McLaughlin, dont j'avais entendu beaucoup parler sur la chaîne de Lucie qui en avait fait beaucoup d'éloges. Ici, l'autrice va nous raconter les mythes d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus féministe, donc c'est une réécriture mythologique. Du coup des mythes latins, puisque Ovide était latin, et c'est l'un des points où j'ai un petit peu de mal parce que parfois j'avais des noms latins et je les connais beaucoup moins que les noms grecs. Mais bon, ça c'était un petit point mineur. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai peut-être pas assez apprécié à sa juste valeur le livre parce que j'ai jamais lu les Métamorphoses d'Ovide, même si Lucie m'a dit que c'était pas nécessaire en soi pour la compréhension du récit. Mais il y avait quand même quelques points où je savais pas tout. Et il y avait aussi certaines fois où j'aimais pas forcément la manière dont c'était raconté. Parce que du coup, à chaque chapitre, on a une histoire différente, un mythe différent. Et on a une narration différente, on a toujours un narrateur différent. Et au début, on sait jamais trop qui parle, qui raconte l'histoire. Donc il y a ce petit côté-là où j'étais perdue au début, mais bon, au fur et à mesure, ça va. Et il y a certaines fois où c'était raconté de manière très orale et moi c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. On avait l'impression que la narratrice s'adressait à quelqu'un directement dans le récit et c'était très oral et bref voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était vraiment bien réécrit, que le point de vue de l'autrice était intéressant, le point de vue était différent de ce qu'on pouvait avoir d'habitude. Les récits que j'ai préférés en soi, c'est quand la narratrice était la personnage du mythe. Par exemple, on avait Daphné, et c'était Daphné qui racontait les événements. Donc j'ai bien aimé plutôt quand on avait ce point de vue-ci que d'autres fois. Mais il y en a plein que je connaissais pas ou que je connaissais très mal et ça m'a quand même appris sur certains points. Il y en a un particulièrement que j'ai trouvé très très crado. Vraiment j'ai eu beaucoup de mal à le lire parce que c'était vraiment... j'ai lu ça dès le matin, c'était compliqué. Mais c'est un peu fouillis de la manière dont j'en parle, surtout que j'ai pas les mythes, enfin j'ai pas le livre avec moi donc je peux pas me référer aux mythes dont j'ai envie de vous parler parce que il y avait beaucoup de récits différents et ça m'a perdu un petit peu. Et je pense que le fait que je l'ai lu d'une traite, où je me suis focus que sur ça, c'était peut-être pas forcément l'idéal et je l'ai lu au final sur une semaine entière. Donc je l'ai pas lu je pense dans les meilleures conditions. Mais je reconnais qu'il y a une qualité narrative et une qualité de plume qui est vraiment... ouais, en fait c'est vraiment bien construit aussi dans la narration, on comprend les différentes, pourquoi elle a voulu narrer de différentes manières, elle a utilisé un langage plus ou moins soutenu par rapport à chaque chapitre. Donc en tout cas dans l'ensemble j'ai trouvé que c'est
Un livre qui mérite d'être lu, une réécriture mythologique très fournie aussi en termes d'éléments mythologiques. Je pense que si vous connaissez pas vraiment la mythologie latine ou gréco-latine, ça peut vous perdre et ça va être un peu compliqué à suivre, en tout cas si, voilà, si vous n'avez pas toutes les références. Si vous avez une culture classique sur les mythes, si vous y connaissez un petit peu en mythologie, ça ira, mais si vraiment vous débutez, c'est pas du tout par celui-ci qu'il faut commencer. Ensuite, on va passer à Natsuko no Sake, qui est un manga que j'avais commencé quand j'étais encore à la librairie, où je travaillais sur Bruxelles, mais que j'avais jamais terminé. C'est de Akira Ose. Je vais vous incruster une vidéo des dessins et des graphismes pour que vous puissiez voir un petit peu. On va suivre Natsuko, qui est une jeune fille qui vient de la campagne d'une famille qui produit du saké, et elle a décidé d'aller vivre à Tokyo pour devenir publicitaire. Et au début de l'histoire, on la voit se questionner, on voit que son frère est malade, donc elle rentre dans sa famille et elle se pose de plus en plus la question si elle va revenir ou non. Et au final, elle va revenir dans sa famille pour être productrice de saké elle-même. Et elle va vouloir cultiver un riz spécifique qui va donner un saké très spécial et vraiment assez ancien. Donc on va suivre ça dans le premier tome et dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Je trouve que le récit est assez lent, ça a été un bon et un mauvais point pour moi. J'ai apprécié l'histoire dans son ensemble, mais c'est vrai que la lenteur et peut-être le fait qu'il se passe pas énormément de choses, j'ai eu du mal à m'impliquer réellement dans l'histoire et dans ses personnages. Même si c'est très... En fait, tous les points un peu historiques et les points très spécifiques sur le saké sont intéressants, mais il y a tellement de noms et de choses que je ne connais pas que j'étais un petit peu perdue de temps en temps, parce que y a ce type de riz qui fait ce type de saké, et même s'il le répète à chaque fois, c'est quand même des noms japonais que du coup je ne connais vraiment pas du tout, et c'est un petit peu plus difficile, je trouve, à retenir que des noms occidentaux que moi je peux connaître. Et voilà, il y avait ces petites choses là que j'ai eu un petit peu de mal. Je continuerai la saga, mais pour le moment c'est pas du tout une priorité. Mais je trouve que c'est une saga qui mérite d'être lue parce que ça change quand même d'habitude de ce que moi je peux lire, même si je lis quand même pas mal de tranches de vie. Là il y a un côté très... en fait le saké est vraiment un truc en lui-même qui est très intéressant, c'est le point central et c'est vraiment lui au final le personnage principal, c'est le saké et comment on le cultive, et c'est vraiment tout un art artisanal. Et bref, je trouve qu'il y a tellement d'éléments intéressants sur le saké que ça va me donner envie de continuer l'histoire, mais c'est pas une priorité non plus. Ensuite, j'avais passé à un service de presse que j'ai reçu de NetGalley. NetGalley, c'est une plateforme où on peut demander des services de presse et on les a numériquement. Et celui que j'ai lu, c'est Les Jumelles de l'Atlantique de Isabelle Schins ou Skins, je ne sais pas comment on prononce. Moi, j'ai lu Les Épreuves non corrigées, c'est un livre qui va apparaître le 7 juin, donc j'essaierai de vous en reparler aussi à ce moment-là pour que, si jamais vous avez envie de le lire, vous vous en souveniez, voilà. Ça a été une saveur un petit peu particulière puisque c'était mon tout premier service de presse, même si c'était un service de presse numérique, je me suis dit oh là là, j'ai le droit de lire ça parce que j'ai fait des vidéos sur YouTube, donc c'était un peu particulier. On va suivre l'histoire de deux jumelles qui ont été les seules rescapées d'un naufrage. Elles sont tout bébés quand elles sont retrouvées par un pêcheur breton qui passait par là. Et en fait ce pêcheur n'a jamais eu d'enfant avec sa femme, ils sont assez âgés et ils ont beau essayer, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, mais il n'a pas assez d'argent pour élever ses deux petites filles, donc il va se mettre d'accord avec un baron pour que lui aussi puisse prendre l'une des deux jumelles parce que sa femme vient de perdre un bébé. Et c'est un sacré bouleversement pour eux aussi. Donc ils se décident, ces deux hommes, à élever chacun de leur côté une des jumelles qui ne se connaissent pas du tout et qui n'ont jamais su qu'elles avaient été des jumelles. Mais à leurs 16 ans, tout va changer. Et je vous laisse le lire pour découvrir la suite. C'est un jeunesse que j'ai également lu assez rapidement parce qu'il fait à peu près 200 pages. Et j'ai trouvé l'intrigue très prenante, mais il y avait quand même des choses un petit peu caricaturales, dans le sens où les personnages méchants sont vraiment méchants, les personnages gentils sont adorables. Enfin voilà, il y a une dualité forte et très caricaturale dans ce sens-là, mais l'intrigue est vraiment prenante, on veut vraiment savoir ce qui se passe. Et
Malgré ça, j'ai trouvé ça sympa, ça m'a diverti sur le moment, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai lu des jeunesses un petit peu mieux que ça, et il y a certains points que j'ai trouvé un petit peu convenus, d'autres que je trouvais un peu invraisemblables, notamment un aspect que je peux pas vous révéler sinon ça va vous spoiler, mais j'ai trouvé cet aspect-là qui était un petit peu gros et pas très plausible. Mais bon, dans l'histoire, ça m'a pas dérangé non plus sur le moment. J'ai adoré le fait que ce soit hyper rapide et que ce soit vraiment prenant et que j'ai envie de savoir la suite et que j'étais impliquée en fait dans l'histoire avec les personnages. Ça a été un vrai bon point parce que ça m'a quand même tenu en haleine malgré les points négatifs que j'ai pu vous en dire. J'ai trouvé que c'était vraiment cool. Je pense que c'est pour un public d'une 10 ans, je pense, 10, max 12 ans. J'ai trouvé ça chouette que ça se passe en France puisque bah, je lis pas énormément de livres qui se passent en France. Et d'autant plus des livres historiques qui se passent en France, c'est assez rare que j'en lise en tout cas moi. Et là, d'autant plus aussi un jeunesse. Donc j'ai trouvé que cet aspect était quand même cool. C'est un jeunesse qui m'a divertie et c'est tout ce que je lui demandais à ce moment-là. Après ça, j'ai lu Lemon de Kwon Yo-soon qui était un cadeau qui m'a été fait par Cecilia de la chaîne Jurassic Jones que je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos. Encore une fois, merci Cecilia. Je vais vous lire le résumé, je vous donnerai mon avis juste après. Un soir d'été 2002, la jeune Kim Ha-eun, la plus jolie fille de son lycée, est retrouvée assassinée dans un parc. Le coupable n'a jamais été arrêté, mais dans l'esprit de sa sœur Da-eun, deux suspects demeurent, un garçon de bonne famille et un jeune homme pauvre et méprisé de tous. Hantée par ce crime, Da-eun va tout faire pour découvrir la vérité avant de réclamer vengeance. Je vous avais parlé de ce roman dans ma vidéo où je vous présentais l'intégralité de ma palle et j'avais dit que c'était un thriller coréen. Et dans les commentaires on m'a dit que ce n'était absolument pas ça, et effectivement c'était pas du tout un thriller, c'est juste qu'il y a un assassinat, mais on suit vraiment la sœur et comment ce crime et cet événement la hantent pendant des années, et c'est plus ça qu'on va suivre plutôt qu'un thriller et qui a tué cette jeune femme. Donc quand je vous disais dans cette vidéo que je ne connais absolument pas les résumés de mes livres, ou en tout cas je les connais très très vaguement, en voici la preuve. C'est un roman qui est vraiment très très court, il fait 160 pages et dans l'ensemble j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa, mais je pense que je l'ai pas lu au bon moment, ou en tout cas les événements dans ma vie personnelle ont desservi au roman, parce que la semaine où je l'ai lu j'ai appris quelque chose qui était compliqué dans ma vie personnelle, donc mes émotions étaient très vives et ça m'a un petit peu chamboulée. Et je pense que ma lecture en a un petit peu pâti. Mais si j'essaie un peu de mettre ça de côté, je pense que c'est un très bon roman qui parle vraiment du fait que ça chamboule toute une vie, la mort d'un proche et du coup l'assassinat d'un proche dans ce cas-là. Et vraiment, Da-eun est hantée par ce crime, par qui a commis cet acte horrible sur sa sœur, qui a tué sa sœur. Et vraiment, c'est psychologiquement très intéressant et perturbant à la fois, parce que Da-eun a vraiment des phases psychologiques où elle est vraiment dans des gros downs, et parfois enfin, c'est un personnage psychologiquement très bouleversé, très intéressant, et c'est vraiment ce côté-là que j'ai adoré, c'est vraiment toute sa psychologie et à quel point elle change du tout au tout d'année en année. Et on la suit pas en fait elle tout le temps, c'est pas tout le temps la narratrice à chaque chapitre, parfois on suit d'autres personnages, et c'est ça aussi qui est un petit peu compliqué, c'est que parfois au début des chapitres on sait pas forcément qui va parler, qui va narrer le chapitre, donc il y a eu ça qui m'a un petit peu perturbée de temps en temps, mais c'était assez facile au final parce qu'il n'y a pas énormément de narrateurs non plus. Mais je voulais quand même savoir en fait qui a tué sa sœur, mais c'est pas du tout le propos. On a des théories, on a les pistes de la police, mais on sait jamais qui l'a tué. Donc dans un sens il y a aussi ça qui m'a un petit peu frustrée, mais vraiment la psychologie de Da-eun est bouleversante. Je pense que c'est ça le mot le plus adapté, c'est bouleversant, parce que toute sa vie bascule à ce moment-là, et on la suit sur 20 ans je crois. Parce que ouais, on suit en 2002 quand ça s'est passé, et ça se termine en 2018, 2017. Ouais, non, 2019. Donc on la suit sur une dizaine d'années et on voit vraiment toute son évolution dans ces moments-là, de ce qu'elle a été il y a 5 ans, comment elle est maintenant. Enfin, vraiment c'est des étapes un peu clés à chaque fois, et on voit aussi son rapport à sa sœur, son rapport à sa mère, son rapport aux autres. Vraiment
C'est intriguant, bouleversant, mais très intéressant. Et on va terminer cette vidéo avec mon énorme coup de cœur du mois d'avril. Il s'agit de Steam Sailors de Ellie S. Green. J'ai lu l'intégrale, du coup il y avait les 3 tomes ainsi qu'un préquel exclusif dans cette édition. C'est une autrice française de jeunesse que je ne connaissais absolument pas, mais j'avais vu passer Steam Sailors de nombreuses fois et je trouve que l'objet livre, l'objet collector est absolument incroyable et j'adore aussi les couvertures des romans classiques. J'ai fait aussi une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vous la mets tout de suite et on en reparlera juste après. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre une bande de pirates qui est à la recherche d'une île spécifique qui est dans l'imaginaire de plein de personnes, de la majorité des gens, juste une légende qui n'existe pas, mais eux sont persuadés, enfin en tout cas le capitaine est persuadé qu'elle existe. Ils vont être à la recherche de cette mystérieuse île et du coup dans les 3 tomes on va suivre un peu toute cette quête. Et j'ai adoré, vraiment ça m'a pris aux tripes parce que déjà j'aime énormément les histoires de pirates. Depuis que je suis toute petite j'aime beaucoup les pirates. J'y ai vu plein de références à Pirates des Caraïbes et La Planète au Trésor qui sont 2 films que j'adore. J'aime énormément la trilogie des Pirates des Caraïbes. Et j'ai vous un amour particulier à La Planète au Trésor qui est un Disney qui n'est pas énormément connu mais que moi j'ai énormément regardé. Mon frère et moi on adorait ce Disney. Donc on l'a beaucoup regardé. J'ai été complètement prise dans l'histoire. J'ai adoré chacun des personnages. Ils ont chacun une identité propre et ils apportent chacun à leur façon au bateau et à cette équipe, à cet équipage. Et vraiment je trouve que ça a été une grosse force dans le récit, c'est les personnages, l'intrigue évidemment j'ai adoré, j'ai été prise dedans, j'ai été plongée à l'intérieur, j'étais évidemment à fond dedans, je voulais absolument être avec cet équipage et faire vraiment partie de cet équipage. J'étais très triste de ne pas pouvoir le faire. Ça m'a rappelé vraiment un doux souvenir que j'avais quand j'étais enfant, quand je regardais La Planète au Trésor, où vraiment toutes ces histoires de piraterie et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, beaucoup de baume au cœur. J'ai enchaîné l'intégrale. Elle fait à peu près 700 pages et je l'ai lue en 3 jours. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de l'univers et des personnages. J'ai un nouveau trio de book boyfriend. Il s'agit de Théodore, Ezekiel et Gareth. Si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment, ça a été un énorme coup de cœur que j'ai... Vraiment que j'ai dévoré et j'ai très envie d'avoir l'édition intégrale dans ma bibliothèque parce que je sais que je relirai un jour cette trilogie et ce préquel. Le préquel, je trouve qu'il ajoute vraiment une plus-value aux 3 récits, aux 3 romans. Si on l'a pas lu, c'est pas grave, mais je trouve que ça... On y voit toute la genèse de cette quête et de pourquoi ils la font. Donc j'ai vraiment adoré ce point-là. Et vraiment, il y a des personnages féminins aussi très intéressants qui ne sont pas juste des petites femmes sans défense. Pas du tout. Notamment Prudence, que j'ai vraiment énormément aimé. Et tous les personnages... En fait, il n'y en a aucun que j'ai pas aimé. Voilà. Vraiment, j'ai peu de points négatifs à dire à ce récit. Même j'en ai pas. Peut-être parce que j'ai tellement adoré que je ne les ai pas vus, mais je vous invite vivement à le lire. Et si jamais vous avez des enfants, peut-être plutôt à partir de 13 ans, parce que c'est quand même assez dense à lire, mais vraiment, si c'est des choses qu'ils aiment, les récits d'aventure, ça va vraiment leur plaire, parce que je trouve que c'est
C'est vraiment bien fait. Et si jamais il y a de la romance, mais il n'y a pas de scène explicite, et puis la romance vraiment est au second, troisième plan, c'est un petit plus dans le récit, mais ça prend pas du tout le pas sur l'aventure initiale et sur leur quête. C'est un petit truc sympa, mais en même temps, s'il n'y en avait pas eu, ça m'aurait pas dérangé, mais là je trouve ça quand même cohérent par rapport au fait qu'ils sont souvent ensemble, enfin voilà. Moi j'ai bien aimé, puis j'ai bien aimé les petits couples en soi, donc voilà, ça m'a fait quand même plaisir qu'il y en ait un petit peu, mais voilà, c'est assez anecdotique par rapport à toute l'histoire et à toute la trilogie, mais vraiment, quelle pépite. J'ai adoré, 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 c'est un énorme coup de cœur, comme je l'ai dit et répété, et voilà, j'ai pas plus d'arguments que ça, lisez-le. Lisez cette trilogie. Autre petit point positif qui va peut-être vous donner envie, c'est une autrice française et une maison d'édition indépendante nantaise qui s'appelle Gulfstream. Donc je vous invite vivement à aller l'acheter parce que il est au prix de 35 € si je dis pas de bêtises, le collector. Mais je trouve qu'il vaut vraiment le coup dans le sens où je trouve déjà que c'est un très bel objet livre, que l'aspect esthétique est très très beau. Et il y a quand même 3 livres à l'intérieur, plus un préquel. Et il y a des images exclusives, des fanarts et aussi une correspondance entre 2 personnages et aussi des petits dessins de l'autrice qui a un petit peu imaginé tout ce monde-là. Je trouve que le prix est justifié par rapport à l'objet. Et en plus c'est une maison d'édition indépendante, donc je trouve que voilà, c'est cohérent. Bref, lisez-le. J'en ai terminé avec cette vidéo. Elle sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais mon mois d'avril a pas été incroyable en termes de lecture. J'ai eu des lectures sympas à part cet énorme coup de cœur qui a quand même pas surpassé beaucoup de mes lectures et qui a égayé un petit peu le mois d'avril. Vous, qu'est-ce que vous avez lu en ce mois d'avril? Est-ce que vous avez eu des gros coups de cœur? Est-ce que vous avez adoré Steam Sailors comme moi? Est-ce que vous avez lu aussi des choses que j'ai pu lire ce mois-ci? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!